Alors, quand on pense au TOC, on imagine tout de suite quelqu'un qui est obsédé par le rangement, la propreté, mais la réalité, elle est bien plus complexe et souvent invisible. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du trouble obsessionnel compulsif pour vraiment comprendre le mécanisme interne de cette souffrance. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va se demander qu'est-ce que le TOC, au fond. Ensuite, on verra comment le piège mental se referme, puis que se passe-t-il concrètement dans le cerveau, quel est le ressenti émotionnel de l'intérieur, et bien sûr, le plus important, comment peut-on espérer briser cette boucle. Tout commence souvent comme ça, avec une simple pensée. Une pensée intrusive qui traverse l'esprit. Et si le blessait quelqu'un? Le truc, c'est que ce genre de pensée, presque tout le monde en a. C'est normal, mais pour certaines personnes, elle ne passe pas son chemin. Non, elle s'accroche, elle s'incruste. Et c'est là que tout peut commencer. Entrons donc dans le vif du sujet. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas la pensée en elle-même, mais c'est la réaction qu'elle déclenche. C'est ce conflit interne, cette lutte, qui est la véritable définition du TOC. En fait, il y a deux forces en présence. D'un côté, les obsessions. Ça, ce sont les pensées, les images qui débarquent dans la tête sans y être invitées et qui provoquent une anxiété terrible, du dégoût, de la peur. Et de l'autre côté, pour répondre à ça, il y a les compulsions. Ce sont les actions qu'on peut voir ou qui se passent juste dans la tête, que la personne se sent obligée de faire pour tenter de calmer cette angoisse. Et voici le mécanisme infernal qui s'installe. L'anxiété monte, monte, monte. Alors, on effectue la compulsion. Et là, un petit soulagement. Sauf que ce soulagement, même s'il est très court, c'est lui le vrai piège, parce qu'il vient renforcer l'idée que la compulsion était indispensable. Il valide le système et prépare le terrain pour la prochaine fois. C'est un cercle vicieux. Maintenant, allons un cran plus loin. On va parler du piège métacognitif. Ça a l'air un peu technique comme mot, mais l'idée est assez simple. Le problème, ce n'est plus la pensée elle-même, mais ce que la personne pense de sa propre pensée. C'est là que le TOC prend toute sa force. Ce processus est implacable. Ça part d'un déclencheur tout bête, une pensée que n'importe qui pourrait avoir. Mais à l'étape 2, cette pensée anodine est vue comme une menace réelle, comme un signe de quelque chose de terrible. Du coup, étape 3, la personne se persuade que seule une compulsion, un rituel, peut la sauver. Et quand à l'étape 4, elle effectue ce rituel, le bref soulagement qu'elle ressent vient confirmer tout le scénario. Le cerveau a appris que la pensée était vraiment dangereuse au départ. Voilà un exemple parfait de ce qu'on appelle la fusion cognitive. La pensée n'est plus juste une pensée, elle devient un fait. Il n'y a plus aucune distance, aucune distinction entre l'idée et la réalité. Penser au cancer, c'est la même chose que l'avoir. Et ça peut aller très très loin. Une simple pensée intrusive est interprétée non pas comme une idée bizarre qui passe, mais comme la preuve qu'on est foncièrement mauvais. Imaginez une seconde la peur et la culpabilité que ça peut engendrer. C'est vraiment cette fusion entre la pensée et soi-même qui est au cœur de l'immense souffrance du TOC. D'accord, on a vu le modèle psychologique, mais qu'est-ce qui se passe sous le capot concrètement dans le cerveau? C'est le moment de regarder la dimension biologique du trouble. D'abord, un chiffre important. Le TOC touche 2 à 3% de la population. Ça peut sembler peu, mais ça veut dire que dans un groupe de 40 personnes, il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins une qui en souffre. C'est un trouble bien plus répandu qu'on ne le croit souvent. Et ce qui est marquant, c'est que ça démarre souvent très tôt dans la vie. Pour environ 2/3 des personnes, ça se déclare avant 25 ans. Et même pour un quart d'entre elles, avant 14 ans. Ça signifie que le TOC peut vraiment impacter des années clés du développement. Les études, les relations. La recherche, elle, montre des déficits dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est un peu le chef d'orchestre de notre cerveau. C'est lui qui planifie, qui met des freins quand il faut, qui gère les émotions. Quand ce chef d'orchestre a des difficultés, eh bien, il devient très compliqué de freiner une impulsion, de s'adapter. Et ça explique pourquoi il est si difficile d'arrêter les compulsions. Le cœur du problème biologique, c'est une boucle spécifique dans le cerveau qui est comme bloquée. Imaginez une alarme incendie. Normalement, elle sonne quand il y a du danger et elle s'arrête quand le danger est passé. Eh bien, dans le TOC, c'est comme si cette alarme était coincée en position on. Elle sonne en permanence. Et c'est cette hyperactivité qui génère sans cesse les pensées répétitives et les comportements compulsifs. Bon, on a parlé psycho, on a parlé bio, mais maintenant, essayons de nous mettre à la place de la personne. Ça fait quoi, de vivre avec un TOC? De l'intérieur, c'est avant tout une expérience dominée par une émotion, le doute. Un doute écrasant et permanent. Et là, il y a une nuance vraiment importante. Les personnes avec un TOC ne ressentent pas leurs émotions plus fort d'un point de vue physiologique. Non. La différence, c'est la perception. Elles vivent leurs émotions comme étant beaucoup plus négatives.
et surtout comme étant complètement hors de leur contrôle. Cette phrase, elle résume peut-être tout le drame émotionnel du TOC. C'est une méfiance profonde, douloureuse envers ses propres ressentis, ses propres expériences internes. Une perte de confiance en soi-même. Ce concept de doute expérientiel, il est central. C'est cette incapacité à se fier à son GPS interne, à son propre jugement. Et c'est un paradoxe terrible. Plus la personne vérifie pour essayer de faire taire le doute, plus le doute grandit. Aucune preuve extérieure ne sera jamais suffisante. Et ça illustre parfaitement pourquoi les rituels peuvent durer des heures. Le signal pour arrêter, ce n'est pas un fait logique, du genre la porte est fermée. Non, c'est un sentiment interne, vague et insaisissable, qu'on appelle le sentiment de juste ce qu'il faut. Comme ce sentiment est presque impossible à atteindre de manière stable, les rituels peuvent ne jamais s'arrêter. Alors la question à 1 million, comment on sort de là ? Heureusement, il existe des solutions et les thérapies modernes ciblent très précisément tous les mécanismes qu'on vient de décrire. L'objectif, aujourd'hui, ce n'est plus d'essayer d'éliminer les pensées, on sait que c'est une bataille perdue d'avance. Il s'agit plutôt de changer sa relation avec elles. Apprendre à tolérer l'inconfort qu'elle crée sans se jeter sur la compulsion. Et surtout, réorienter son énergie vers ce qui compte vraiment dans la vie, au lieu de la gaspiller à lutter contre les symptômes. Et pour y arriver, il y a plusieurs approches efficaces. La plus connue, la TCC, avec exposition et prévention de la réponse, vise à casser la boucle comportementale. La thérapie ACT, elle, aide à accepter les pensées sans y réagir, un peu comme on regarde passer des nuages. Et la thérapie métacognitive, elle, s'attaque directement aux croyances sur les pensées. Chacune de ces thérapies brise le cycle, mais à un endroit différent. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le TOC n'est ni une manie, ni un trait de personnalité. C'est un trouble neurobiologique et psychologique qui est complexe, avec des racines profondes. Et comprendre ça, c'est comprendre que le traitement doit être une approche complète, intégrée, qui prend en compte toutes ces dimensions. Une approche humaine, avant tout. Et pour finir, j'aimerais laisser une question en suspens. Si un simple bug dans notre cerveau peut générer un doute aussi profond, aussi existentiel, qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature même de la certitude ? L'expérience du TOC, cette quête désespérée d'une certitude qui se dérobe sans cesse, nous interroge finalement tous sur notre propre rapport à l'incertitude. Merci de m'avoir écouté.